Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. La Saskatchewan est officiellement en campagne électorale après la dissolution de l'Assemblée législative par le premier ministre sortant Scott Moe. Les élections provinciales se tiendront le 28 octobre. Scott Moe, à la tête du Parti saskatchewanais depuis 6 ans, vise un nouveau mandat après avoir remporté les 4 dernières élections. Il a lancé sa campagne à Saskatoon avec le slogan « Une économie forte et un avenir brillant ». Parmi ses promesses phares, il prévoit d'exempter 54 000 Saskatchewanais de l'impôt provincial sur le revenu et de majorer de 20% les crédits d'impôt pour les personnes à faible revenu. Et il propose aussi une augmentation des exemptions fiscales de 500 $ par an sur 4 ans pour les particuliers, les familles et les aînés, ce qui permettrait à une famille de 4 de réaliser une économie de 3 400 $ sur cette période. Scott Moe a critiqué le bilan des gouvernements néo-démocrates passés et a attaqué le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, saluant la pression de la taxe carbone sur le chauffage résidentiel. De son côté, Carla Beck, chef du nouveau Parti démocratique, a lancé la campagne de son parti à Regina, plaidant pour un changement. Elle a promis de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu et de réduire la taxe provinciale sur l'essence et l'épicerie. Beck a aussi promis un plan détaillant le coût de ses mesures électorales, tout en s'engageant à ne pas toucher aux redevances sur le potasse et les ressources naturelles. Elle critique la gestion de Moe, affirmant que la Saskatchewan est en retard sur l'éducation, la santé et le coût de la vie. Le nouveau Parti démocratique s'est engagé à investir 2 milliards de dollars dans l'éducation pour embaucher des enseignants et réduire la taille des classes. Pour former un gouvernement majoritaire, 31 des 61 sièges de l'Assemblée législative devront être remportés. Un débat télévisé est prévu le 16 octobre. Hydro-Manitoba impute une perte de 157 millions à la sécheresse du lac Winnipeg. Hydro-Manitoba a enregistré une perte de 157 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier en raison des conditions de sécheresse qui ont frappé le bassin du lac Winnipeg durant une grande partie de 2023. La perte de la Société d'État pour l'exercice 2023-2024, révélée mardi dans un rapport annuel, représente un revers de fortune de 795 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent où l'entreprise avait affiché un bénéfice net de 638 millions de dollars. Hydro-Manitoba attribue ses résultats financiers négatifs à la sécheresse qui a sévi dans l'ouest du Canada et qui a entraîné une baisse du niveau du lac Winnipeg que la société utilise comme réservoir pour alimenter ses centrales hydroélectriques situées sur le fleuve Nelson. Selon le président directeur général d'Hydro-Manitoba, Alan Dan Roth, Hydro-Manitoba a connu des conditions de sécheresse pour la deuxième fois en 3 ans, faisant référence à la sécheresse de 2021 ainsi qu'à celle de l'année dernière. Selon lui, les niveaux d'eau et des prix des marchés d'exportation sont difficiles à prévoir et ne sont pas sous leur contrôle. M. Dan Roth explique qu'en tant qu'entreprise hydroélectrique, il y a une limite à ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes à la merci de Mère Nature en ce qui concerne les précipitations. Pas plus tard qu'en février dernier, Hydro s'attendait à perdre encore plus d'argent. Après 3 trimestres, la Société d'État prévoyait une perte de 190 millions de dollars pour l'exercice en cours. De fortes pluies en début d'année ont contribué à réduire certaines pertes. Néanmoins, la perte de 2023-2024 a augmenté la dette nette d'Hydro, qui est passée de 24,6 milliards de dollars à la fin de l'exercice précédent à 24,8 milliards de dollars. L'entreprise dépense un peu plus d'1 milliard de dollars par an pour le service de sa dette. Le nombre de puits pétro-gaziers orphelins en Alberta va doubler en raison de la fin de l'affaire judiciaire liée à Sequoia Resources, portant le nombre à environ 4000. L'Association des puits orphelins de la province est chargée de nettoyer ces puits abandonnés suite à la faillite d'une entreprise. Le coût estimé de la dépollution des propriétés de Sequoia Resources s'élève à environ 200 millions de dollars avec une prévision de nettoyage complet aux alentours de 2036. La faillite de Sequoia Resources en 2018 a provoqué un long processus judiciaire et souligné les risques liés à des transactions controversées. Perpetual Energy, basé à Calgary, avait transféré des actifs déficitaires à Sequoia Resources, fondés plus tard par des investisseurs chinois. Ces transactions ont conduit à des poursuites judiciaires et à un règlement financier récemment conclu pour une somme de 30 millions de dollars. Cette affaire a incité l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta à renforcer ses règles pour éviter des futures transactions risquées. Les contribuables ont déjà couvert une partie des coûts de nettoyage des puits orphelins
et le gouvernement provincial cherche à améliorer ses règles à cet égard. Malgré les efforts pour empêcher de telles transactions, d'autres entreprises ont acquis des actifs de manière similaire avant ces modifications et se retrouvent aujourd'hui en faillite. Le gouvernement albertain veut ainsi revoir ses politiques pour garantir que les entreprises mettent de côté des fonds suffisants pour couvrir les coûts de nettoyage futurs. La faillite de Sequoia Resources a servi d'exemple pour mettre en lumière les risques associés à de telles transactions et l'importance de renforcer les politiques de régulation énergétique. La province continue de faire face à des défis concernant la gestion des puits orphelins, mais des actions sont entreprises pour éviter des futures situations similaires à celles de Sequoia Resources. Des maires interpellent les candidats aux élections au sujet des transports en commun. Mardi, des maires de la Rive-Nord de Vancouver ont interpellé les candidats aux élections provinciales de la Colombie-Britannique sur la question des transports en commun. Ils demandent notamment que la province investisse davantage dans ce secteur. Plus largement, le Conseil des maires du Grand Vancouver sur le transport régional dénonce les 600 millions de dollars de déficit par an de TransLink. Les maires demandent à chaque parti politique en lice aux élections provinciales de publier leurs mesures pour changer le modèle de financement de TransLink et éviter ainsi les réductions de services des transports en commun. D'après un récent sondage du Conseil des maires du Grand Vancouver sur le transport régional, 69% des résidents de la Rive-Nord de Vancouver considèrent que le transport en commun est un enjeu électoral important. D'ailleurs, 8% des résidents de ce secteur estiment que c'est l'enjeu le plus important de la campagne électorale en cours. Justement, ce mardi, Bowman Ma, Sarah Eftekar et Susie Chant, candidates du nouveau Parti démocratique dans des circonscriptions de la Rive-Nord de Vancouver, ont fait des annonces en matière de transport en commun, promettant la création d'une ligne rapide de transport en autobus si leur parti est réélu le 19 octobre. Le trajet du bus Rapid Transit commencerait à Parc Royal à West Vancouver jusqu'à Metrotown à Burnaby. Ce nouveau service de transport en commun serait différent de celui qui existe déjà dans le secteur, soit le Rapid Bus, parce que sa voie serait entièrement séparée de la circulation, annonce le parti dans un communiqué de presse. Le nouveau Parti démocratique prévoit aussi d'accélérer les travaux pour que le Rapid Bus R2 se rende de Phibbs Exchange jusqu'à Metrotown. Le parti souhaite fournir un service durant toute la journée pour ce trajet. Une évaluation environnementale est requise pour le remplacement d'un oléoduc d'Impérial dans les territoires du Nord-Ouest. Le projet de remplacement d'un pipeline endommagé entre deux îles à Norman Wells proposé par la compagnie pétrolière Impérial dans les territoires du Nord-Ouest fera l'objet d'une évaluation environnementale. Mercredi, l'Office d'examen de la vallée du Mackenzie a publié un avis concernant cette évaluation. Cette étude vise à analyser les effets potentiels du projet sur l'environnement et les communautés envoisinantes. Elle a été déclenchée par un vote du secrétariat de SATU au début de la semaine. Ce vote a suscité des débats et le président du secrétariat, Charles McNeely, a précisé que les administrateurs peaufinent encore la formulation de la motion adoptée. Toutefois, ces ajustements n'auront pas d'impact sur l'évaluation elle-même. Impérial soutient que les travaux de remplacement du pipeline sont couverts par les permis déjà en vigueur. Cependant, dans des documents soumis à l'Office d'examen de la vallée du Mackenzie, le secrétariat du SATU conteste cette affirmation. Selon lui, les travaux prévus sont fondamentalement différents de ce qui a été autorisé auparavant, car il implique notamment un forage horizontal sous le fleuve Mackenzie. La compagnie a également déclaré qu'elle avait besoin d'une décision réglementaire avant le 1er octobre pour profiter de la saison des routes d'hiver et commencer les travaux l'année prochaine. Toutefois, avec la mise en place de cette évaluation environnementale, il est peu probable que cet échange soit respecté. Si elle ne l'est pas, Imperial a averti qu'elle pourrait être contrainte de cesser ses activités à Norman Wells d'ici 2026, voire plus tôt. Cette situation a fait l'objet de discussions lors de l'Assemblée générale annuelle du secrétariat de SATU qui s'est tenue cette semaine à Fort Good Hope. Le rôle d'Impérial dans la région et la participation des communautés locales à la surveillance des activités ont été au cœur des débats. L'Association des francophones du Nunavut mise sur la diversité et les droits linguistiques pour l'année à venir. Lors de leur récente Assemblée générale annuelle, l'Association des francophones du Nunavut a souligné l'importance de refléter l'évolution multiculturelle de la communauté francophone. Avec une augmentation du nombre d'immigrants s'installant au Nunavut, l'Association des francophones du Nunavut souhaite maintenir et accroître le poids des francophones dans la région. En dépit de l'afflux de nouveaux arrivants, le nombre de personnes capables de soutenir une conversation en français a légèrement diminué
une tendance préoccupante pour l'association. Cette baisse est attribuée au manque de services et de formation post-secondaire pour les francophones, ce qui nuit à leur épanouissement et à leur maintien dans la région. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le centre de formation Kojimaniquit, offrant une gamme de formations aux adultes francophones. Outre la promotion de la diversité, l'association francophone Nunavut se concentre sur la défense des droits linguistiques des francophones en milieu minoritaire. Des recommandations ont été présentées lors d'audiences publiques pour la révision des lois encadrant les langues officielles au Nunavut. Le projet de guichet unique visant à améliorer l'accès aux services en français fait également partie des priorités de l'organisation. Pour Gump Jalog, président réélu de l'association francophone Nunavut, l'objectif est d'adopter une approche proactive en proposant des solutions au gouvernement pour garantir le respect des droits linguistiques. Des séances de travail sont prévues avec la commissaire aux langues officielles pour renforcer la collaboration dans le traitement des plaintes liées aux droits linguistiques. Enfin, l'association souhaite sensibiliser les francophones du Nunavut à leurs droits linguistiques afin qu'ils soient en mesure de les faire respecter et de déposer des plaintes en cas de non-respect. Grâce à une approche diversifiée et axée sur l'action, l'association francophone Nunavut s'engage à défendre la diversité et les droits linguistiques des francophones au Nunavut. Le fil sportif. Les Rough Riders ont grimpé au deuxième rang de la section Ouest grâce à leur victoire de 29-16 face aux Rouges et Noirs samedi. La formation saskatchewanaise devance d'un point les Lions de la Colombie-Britannique qui ont perdu 32-29 en prolongation face aux Tiger Cats de Hamilton vendredi. Le Rouge et Noir détient une avance de 3 points sur les Argonauts au deuxième rang dans l'Est. Le botteur Brett Lowther a brillé dans la victoire des Riders avec 7 placements réussis en 7 occasions. Thomas Bertrand eut donc a inscrit un touché au sol. Le botteur du Rouge et Noir Lewis Ward a converti 3 de ses 4 tentatives de placement. Khalil Pimpleton a capté une passe de touché avec moins de 2 minutes à faire au match. Le corps des Rough Riders, Trevor Harris, a complété 27 de ses 36 passes pour 315 verges. Le corps du Rouge et Noir, Jeremiah Missoli, a complété 20 de ses 30 passes pour 210 verges et a été victime de 3 interceptions. Le tournoi mondial de jeux vidéo de NHL 94, appelé King of 94, s'est déroulé à Toronto le week-end dernier, accueillant pour la première fois des joueurs internationaux. Lancé en 2015, l'événement plonge les compétiteurs dans l'ambiance des consoles Sega Genesis et Super Nintendo. Diffusé en direct sur Twitch, il rassemble un large public mondial. Au-delà de la compétition, le tournoi représente un voyage dans le temps pour les passionnés de NHL 94, transcendant les générations et les frontières. Chaque année, des joueurs du Canada et des États-Unis se disputent le titre, avec la présence remarquée des joueurs suédois cette année. Selon Daryl Sampson, co-organisateur du tournoi avec Michael Keepywell, la Saskatchewan est bien représentée avec 8 joueurs dans les 60 premiers mondiaux sur Super Nintendo, dont 6 de Saskatoon. Cette ouverture internationale apporte une dimension particulière à l'événement qui continuera de grandir et d'unir les fans de NHL 94. Les Blue Bombers démolissent les Elks 55-27 avec 6 passes de toucher pour Calaros. Zach Calaros a établi un sommet personnel avec 6 passes de toucher vendredi, guidant les Blue Bombers de Winnipeg à un gain de 55-27 contre les Elks d'Edmonton. Zach Calaros a obtenu 432 verges aériennes, 7 de moins que son record en carrière. Invaincu depuis 7 matchs, les Bombers ont mérité une place en éliminatoire pour la 8e saison d'affilée. La formation winnipégoise a bonifié son rendement à 9 victoires et 6 défaites devant 32 243 partisans, une 3e salle comble de suite au Princess Auto Stadium. Les Blue Bombers menaient 17-0 après un quart et 34-6 à la demi. Eugene Lewis, Stephen Jones et Dylan Mitchell ont capté des passes de toucher pour les Elks, dont l'affiche est de 5 victoires et 10 défaites. Les Bombers seront d'un passage à Hamilton vendredi prochain. Les Elks vont accueillir les Rough Riders le jour suivant. Le Valour FC est revenu au plus fort de la lutte dans la course pour une place en séries éliminatoires dans la première ligue canadienne de soccer, se rapprochant à 1 point de son objectif. L'équipe de Winnipeg a remporté lundi soir au stade Princess Auto une victoire de 1-0 face au Pacific FC. Avec ce gain obtenu à l'arraché en vertu d'un but contre son camp, le Valour FC compte 27 points au classement général, tout comme le Vancouver FC. La formation winnipégoise est au 7e rang du classement général de cette ligue à 8 équipes en vertu de ses 7 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites. Dans ses 5 derniers matchs, le Valour FC n'a pas connu la défaite. L'entraîneur-chef et directeur général du Valour FC, Philippe Dos Santos, salue cette victoire importante acquise à domicile. Les Canadiennes corrigent les Françaises au rugby.
L'équipe canadienne féminine de rugby a infligé un lourd revers de 46-24 à la sélection française dimanche à Vancouver à l'occasion de son premier match du tournoi Women 15 qui réunit 6 des meilleures formations au monde. À moins d'un an de la Coupe du monde de rugby féminin en Angleterre, les Bleus ont été dépassés par les représentantes de l'Unifollier qui restaient sur un succès historique en mai face aux Néo-Zélandaises championnes du monde en titre. Les Canadiennes ont inscrit 4 essais dès la première période, 24-14, avant d'ajouter 3 autres dans la seconde. Les Bleus ont marqué 4 essais signés par Millicent Lorenz, Marine Ménager, Pauline Bourdon et Nassira Condé. La formation canadienne disputera son deuxième match de la compétition samedi contre la sélection irlandaise. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.